ce module, vous apprendrez comment comprendre votre unité économique et comment mesurer votre seuil de rentabilité. La théorie de l'unité économique vous demande d'évaluer le coût plutôt que le prix d'une seule unité de votre produit ou de votre service. Cette approche est un bon point de départ pour analyser la valeur économique de votre chaîne de valeur. Il est évident que certains produits ne sont rentables dans l'ensemble de la chaîne de valeur que lorsqu'ils seront à un niveau de volume suffisant où ils atteignent le seuil de rentabilité. La production et la vente d'un seul litre d'eau n'est certainement pas rentable, mais peut-être que produire et vendre 500 litres est une bonne affaire. Grâce à l'analyse du seuil de rentabilité, vous pouvez vous rendre compte que certaines parties de la chaîne de valeur ne sont pas vraiment rentables, et ce, à cause des petites quantités, soit d'1 kilo, 10 kilos. La question à se poser, est-ce que ces parties de la chaîne de valeur ont jamais été rentables? Et si oui, à quel volume? Et c'est là que vous allez trouver votre seuil de rentabilité. Il est donc très important de comprendre votre seuil de rentabilité. Autrement dit, vous avez besoin de l'économie d'échelle pour faire tourner votre entreprise. Plus la quantité est élevée, mieux c'est. Une usine de transformation ne peut probablement pas faire de bénéfices en transformant un seul kilogramme de graines de cacao. Peut-elle réaliser des bénéfices à partir de 10 kilos, de 100 kilos, 1000 kilos, ou est-ce à partir de 10 000 kilos? Vous devez donc aider vos partenaires dans la chaîne de valeur à passer d'une phase de création à une phase de rentabilité, où ils peuvent travailler avec vous de façon rentable et donc de façon durable. Dans cette étude, n'oubliez pas le client. Vous devez vous assurer que vous comprenez la proposition de valeur dont vos clients vont bénéficier. Est-ce pour eux un produit moins cher qui remplace une autre nécessité de besoin? Ce produit réduit-il les coûts pour le consommateur? Qui sont vos clients? Une partie de leur revenu est-elle disponible? Si votre client ne veut pas ou ne peut pas acheter votre produit auquel vous l'offrez, votre entreprise n'est pas viable. Avant d'acheter votre produit, le client veut connaître son temps d'amortissement, c'est-à-dire combien de temps il faudra pour économiser un montant égal au prix d'achat du nouveau produit grâce à l'épargne générée par son utilisation. Considérons un exemple pour calculer le temps d'amortissement. Vous utilisez un ancien foyer et le prix du combustible par mois est de 10 en monnaie locale. Vous décidez d'acheter un nouveau foyer qui va vous coûter 20 en monnaie locale et le combustible ne vous coûtera que 5 en monnaie locale par mois. Avec un simple tableau comme celui-ci, vous pouvez voir les différents coûts. Donc, à la fin du mois, vous achetez ce nouveau foyer, cela vous coûte 20 en monnaie locale. À la fin du mois, votre combustible vous aura coûté 10 en monnaie locale. Le mois suivant, vous aurez utilisé le nouveau foyer et votre coût de combustible ne sera que de 5 en monnaie locale parce que ce nouveau foyer consomme 50% moins de combustible. Et ainsi de suite pour le deuxième, le troisième, le quatrième mois et par après. Quelle est donc votre épargne cumulative? À la fin du mois où vous avez acheté le foyer, il n'y a aucune épargne. À la fin du premier mois, comme vous n'avez payé que 5 en monnaie locale, vous avez une épargne de 5. Le mois suivant, vous ajoutez encore 5 en monnaie locale. Votre épargne cumulative est de 10 en monnaie locale. Le troisième mois, vous ajoutez encore 5. Et le quatrième mois, vous ajoutez de nouveau 5 en monnaie locale. Quel est donc le temps d'amortissement? À la fin du quatrième mois, vous avez épargné 20 en monnaie locale. C'est le même montant que le coût d'achat du nouveau foyer. Donc, il vous faut
4 mois pour amortir cet achat de 20 en monnaie locale. Il y a quelques questions clés qui peuvent échapper à l'attention. Dans les ventes et marketing, quel est le coût d'acquisition d'un client? Que faut-il pour garder ce client? Ou faut-il un service après-vente? Faire du suivi, du service, du support technique, de la garantie. Quel est le coût inhérent à la conservation de la satisfaction d'un client? Quelles sont les parties de ces éléments que vous pouvez faire payer? Et quelles sont les parties qui font partie du produit ou du service et qui seront comprises dans le prix d'achat? Parlons à présent des coûts fixes et des coûts variables. Les coûts fixes sont les coûts que vous devez payer indépendamment des biens ou des services que vous fournissez. Par exemple, ce sont les frais associés à la location de bureaux, des fournitures de bureaux, des tâches administratives, du marketing, le téléphone, l'Internet. Par contre, les coûts variables, ce sont les coûts qui sont inhérents au produit ou au service que vous fournissez. Ce sont les dépenses liées à la fabrication. Ce sont les dépenses liées à la prestation de services. Prenons un exemple d'une entreprise qui offre des produits. Et nous allons considérer différentes périodes. Nous allons considérer d'abord 3 mois. M1 pour le premier mois, M2 pour le deuxième mois, M3 pour le troisième mois. Nous allons produire, durant ces différentes périodes, 10 unités le premier mois, 15 le mois suivant, et après 23. Les coûts fixes que nous devons considérer sont la location du bâtiment, l'électricité, l'eau, la sécurité, le personnel d'administration, la direction de la production, les frais de marketing, les fournitures de bureau. Et nous entrons dans ce tableau ces coûts. Et vous remarquez que ces coûts restent les mêmes. Le total des coûts fixes est de 4600 dans le mois 1, mois 2 et mois 3. Donc, le total des coûts fixes par unité produite est 4600 divisé par 10, 460. 4600 divisé par 15, 307, et ainsi de suite. Regardons maintenant nos coûts variables, c'est-à-dire les coûts associés au personnel de production, le matériel de production, les fournitures utilisées dans la production et le transport. Comme vous le remarquez, ces coûts sont différents chaque mois. Le total des coûts variables du premier mois est de 559, 839 le deuxième mois et 1286 le troisième mois. Le coût par unité produite, coût variable par unité produite, est obtenu de la façon suivante. 559 divisé par 10, ça fait 56. Mois suivant, 839 divisé par 15, 56. Mois suivant, 1286 divisé par 23, 56. Et vous remarquez que le coût reste le même. C'est pour cela que ceci s'appelle coût variable. Le coût par unité reste le même. Nous pouvons ainsi calculer le coût total en additionnant le total des coûts fixes et le total des coûts variables, et ce pour chaque mois. Examinons maintenant le coût total par unité produite. Nous allons diviser 5159 par le nombre d'unités du mois. 10 dans ce cas, cela fait 516. Faisons la même chose pour le mois suivant. 5439 divisé par 15. Et le troisième mois, 5886 divisé par 23. Quelles sont nos recettes? Eh bien, nous vendons nos produits à 100 en monnaie locale par unité. Le total de nos recettes est donc la multiplication de ce que nous faisons payer par unité par le nombre d'unités. Donc 1000, 1500 et 2250. Nous avons donc examiné les coûts fixes, les coûts variables, ce qui nous donne le total des coûts et nos recettes. La question se posait, quels sont nos profits ou nos pertes? Nous allons donc soustraire du total des recettes le total des coûts. Le premier mois
est négatif, 4159, le deuxième mois négatif, 3939, et le troisième, 3586. Examinons maintenant les profits et pertes par unité. Nous allons diviser le total des profits et pertes par le nombre d'unités, et nous voyons ainsi que nous perdons de l'argent chaque mois, un peu moins chaque mois, mais nous perdons de l'argent. Bon, continuons. Nous allons regarder maintenant les 3 mois suivants. C'est le même genre de calcul. Nos coûts fixes restent à 4600. Les coûts fixes par unité produite diminuent, plus le nombre d'unités produites augmente. Les coûts variables par unité produite restent les mêmes. Le total des coûts est la somme des coûts fixes et des coûts variables. Nous recevons par unité produite 100 en monnaie locale, ce qui nous donne les chiffres suivants pour le total des recettes. Total des recettes moins total des coûts est toujours négatif. Le nombre par unité continue à diminuer. Mais nous perdons toujours de l'argent. Regardons maintenant au 7e mois, même procédé. Nos recettes moins nos coûts dans le 7e mois sont de 427. Et le chiffre est vert, c'est-à-dire qu'ici, c'est un bénéfice. Unité, cela représente 427 divisé par 114, 4 en monnaie locale de profit. Le mois suivant, le 8e mois, nous constatons que nous gagnons un peu plus d'argent, 17 en monnaie locale par unité. Regardons maintenant l'année entière. Vous reconnaissez, le 7e mois, nous avons un profit de 427 en monnaie locale ou un profit par unité de 4 en monnaie locale. C'est-à-dire, c'est dans ce mois que nous atteignons notre seuil de rentabilité. C'est le point où le total des recettes est égal au total des coûts. Représentons maintenant d'une façon graphique ces coûts totaux. La monnaie locale en axe vertical, le nombre d'unités en axe horizontal. Les coûts fixes sont représentés par une ligne horizontale, parce qu'ils sont indépendants du nombre d'unités. Par contre, les coûts variables augmentent au fur et à mesure que on augmente le nombre d'unités. Lorsque nous ajoutons les coûts fixes et les coûts variables, nous avons le total des coûts. Si nous voulons mesurer les coûts unitaires, nous divisons le total des coûts par le nombre d'unités correspondant à ce montant. Essayons maintenant de représenter le seuil de rentabilité. À nos coûts totaux, ajoutons les recettes. Et nous remarquons qu'il y a une partie qui est en dessous des coûts totaux, cela représente les pertes. La partie qui se situe au-dessus de la ligne des frais totaux représente les bénéfices. Et le point où ces deux lignes, recettes et coûts totaux, intersectent, c'est le seuil de rentabilité. Comment peut-on calculer le nombre d'unités qui est requis pour atteindre le seuil de rentabilité dans une période donnée? Pour cela, il faut se rappeler la formule du seuil de rentabilité. Les recettes sont égales aux coûts fixes plus les coûts variables. Donc, les coûts variables sont égaux à la recette moins les coûts fixes. Le coût fixe par unité est la somme des coûts fixes divisé par le nombre d'unités. Donc, au seuil de rentabilité que nous appellerons SR, les coûts fixes sont égaux aux coûts fixes par unité vendue dans la période, multipliés par le nombre d'unités au seuil de rentabilité. C'est-à-dire, le nombre d'unités au seuil de rentabilité est égal au coût fixe divisé par le coût fixe par unité vendue dans cette période. Une autre façon de le représenter, c'est de dire que le nombre d'unités au seuil de rentabilité est la somme des coûts fixes divisée par les recettes moins les coûts variables divisés par les unités vendues.
L'exemple que nous avons utilisé est pour les entreprises de produits. Dans le cas d'entreprises de services, l'approche est semblable, mais l'équivalent d'une unité produite est alors un service rendu, un client servi ou un bénéficiaire. Ferme naturelle, en utilisant la monnaie locale, a quelques hypothèses clés. Le nombre de sacs achetés par un agriculteur par an est de 60. Le prix de vente d'un sac est de 280 en monnaie locale. Le coût du sac pour les matières premières, la production et la vente est de 190. En utilisant ces engrais biologiques, l'augmentation moyenne du revenu annuel d'un agriculteur est de 20 000. L'analyse du seuil de rentabilité montre que Ferme Naturelle doit vendre 4 667 sacs par an à l'état dimensionnel actuel de l'usine. Mais s'ils veulent implémenter leur plan d'expansion, ils doivent vendre 3 467 sacs par an. Tous ces détails peuvent se trouver dans la feuille de calcul Excel qui est dans votre clé USB. Dans le cas de SFAF, la taille moyenne du prêt est de 1500 en monnaie locale. La différence de taux d'intérêt entre le taux auquel SFAF emprunte de la banque et les prêts aux clients est de 5 points. Les coûts de démarrage pour le programme de prêt est de 40 000 en monnaie locale. L'analyse du seuil de rentabilité montre que les recettes provenant des prêts seulement nécessitent 630 prêts par an pour atteindre ce seuil de rentabilité. Par contre, les recettes provenant des prêts et des frais de placement ne nécessiteraient que 258 prêts pour atteindre le seuil de rentabilité. Mais qu'en est-il des bailleurs de fonds? Pour un donateur ou un investisseur d'impact, l'unité économique qui les intéresse le plus est probablement le coût par impact positif réalisé. Par exemple, le coût de création d'un emploi, le coût par tonne de réduction de CO2 équivalent, le coût par hectare restauré, et ainsi de suite. Nous arrivons maintenant à notre temps de travail. Il se compose de deux parties. La première partie est le modèle financier, dans la diapositive numéro 18. Pour ce temps de travail, nous allons utiliser le fichier Excel, seuil de rentabilité. Ouvrez ce fichier et enregistrez-le à nouveau sous un autre nom. Seuil de rentabilité suivi du nom de votre entreprise et ajoutez aussi la date. Maintenant, c'est votre tour de remplir la feuille de calcul, votre modèle. Chaque période, S, représente 6 mois de travail. Entrez dans la ligne 4, votre nombre d'unités, vos clients servis, le nombre d'impacts par période, et ce pour chaque période de 6 mois analysée. Entrez dans la colonne C, vos catégories de coûts fixes et variables. Entrez dans la colonne D, la valeur des coûts fixes et variables pour la première période de 6 mois analysée. Ne remplissez pas les colonnes E, F et G. Nous ferons cela dans la deuxième partie de ce temps de travail. Voici cette diapositive et encore une fois, n'oubliez pas d'enregistrer à nouveau le fichier que vous venez de modifier. À la fin de cette première partie du temps de travail, nous vous demanderons de partager avec le groupe. Deuxième partie du temps de travail, diapositive numéro 19. Ouvrez le fichier Excel seuil de rentabilité, suivi du nom de votre entreprise et date d'aujourd'hui. Remplissez la feuille de calcul, votre modèle. Je vous répète que chaque période S représente 6 mois de travail. Remplissez maintenant les colonnes E, F et G et enregistrez à nouveau quand vous avez terminé. Ensuite, regardez la diapositive numéro 20, analyse du seuil de rentabilité, suivez les instructions, n'oubliez pas d'enregistrer à nouveau le fichier que vous venez de modifier.